J'ai été conçu en Algérie durant la fin de la guerre et je suis né après l'indépendance dans une petite ville industrielle du nord de la France. Enfant, je posais souvent les mêmes questions. À la question « Pourquoi sommes-nous venus en France ?», on me répondait « Parce qu'il n'y avait pas de travail en Algérie ». Aux questions portant sur l'histoire familiale avant et durant la guerre, je n'ai jamais eu de réponse. Je me souviens, dans les années 1970, de vives discussions sur la démocratie en Algérie, opposés sympathisants FLN et militants d'un parti dont on taisait le nom. Parfois, des tracts de ce même parti circulaient à la maison. Je me rappelle des tracasseries subies par mon père et mes oncles parce qu'ils distribuaient sous le manteau ces tracts. Lorsque je demandais à ma grand-mère ce qui se passait, elle me répondait « Chut, si quelqu'un te demande quelque chose, tu ne sais rien. Sinon, ils vont nous tuer. » Les raisons de ce silence devaient se trouver dans un passé que j'ignorais. Les enfants messalistes, les petits-enfants messalistes, dans le fond, ont commencé à se réapproprier par fragments, par bribes, de manière douloureuse et difficile, l'histoire de leur père et de leur grand-père, que progressivement, c'est-à-dire dans les années 80, les années 90, arrivés à l'âge adulte, de comprendre bien sûr qu'ils n'étaient certainement pas des enfants de harkis, qui n'avaient rien à voir avec cette histoire, et qu'ils n'étaient pas non plus des enfants d'immigrés au sens classique du terme, au sens ordinaire, économique, social du terme. Ils appartenaient encore, disons, à une autre, entre guillemets, galaxie, un autre univers. Ils étaient encore dans un autre univers qui témoignait de ce qu'était la complexité de ce qu'on a appelé la révolution algérienne. Au fil des années, c'est en discutant avec les anciens militants messalistes que j'allais découvrir la réalité d'une autre guerre d'Algérie. C'est en remontant aux origines du mouvement nationaliste algérien que j'ai finalement découvert pourquoi et comment une révolution avait été confisquée. Le premier mouvement patriotique algérien, ça a été l'Étoile nord-africaine. Dire l'indépendance de l'Algérie, ça veut tout dire et ça veut rien dire. Parce que c'est énorme, l'indépendance de l'Algérie en 1926, imaginez. C'est le seul cas au monde où le nationalisme, où la structure nationaliste est forgée au cœur de la métropole coloniale. Parti à la recherche des fondateurs du mouvement nationaliste algérien, je n'ai trouvé que des sous-prolétaires expatriés. Loin de chez eux, ces travailleurs émigrés allaient découvrir l'usine, le syndicalisme, la grève, la solidarité ouvrière, mais également être les premiers à oser penser l'indépendance de leur pays. Mais en 1937, le Front populaire prononce la dissolution de l'Étoile nord-africaine. Messali Hadj va alors fonder un nouveau parti, le PPA. Et le Parti du peuple algérien a été déclaré à Paris le 11 mars 1937 par Messali Hadj et Filali Mbarak à Paris. Le PPA va jouer un rôle décisif dans la construction du mouvement nationaliste. Il va doter l'Algérie d'un drapeau national et se donnera pour objectif l'indépendance par la lutte armée. La première des choses à l'époque, c'était la terre au fallah. Pourquoi? Parce que le peuple algérien a été le pauvre retrouvé sans terre, sans rien, et ça a été une première revendication. Mais le problème, ce n'est pas seulement une terre au fallah, c'est un parlement algérien élu au suffrage universel.
une constituante algérienne, élue au suffrage universel, pas par des beignets oui-oui, mais par tout le peuple algérien. L'histoire va changer, puisqu'à partir de cette époque, 1937-38, le PPA va exister en Algérie. Il y aura un transfert du siège central et de Messali lui-même en Algérie. Et là, le rôle de l'immigration est beaucoup moins important. L'activité politique centrale de l'organisation nationaliste se déroule de l'autre côté de la Méditerranée. Et lorsque la Seconde Guerre mondiale commence, en 1939, le PPA est déjà bien implanté en Algérie. Le Parti du peuple algérien sera dissous en 1939 et ses leaders emprisonnés. Mais de toute évidence, un parti nationaliste venait de naître. En 1946, Messali est libéré. 2 décisions sont prises. La création d'une organisation politique légale, le MTLD, le Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques, et la création de l'OS, l'organisation spéciale, véritable branche paramilitaire chargée de préparer l'insurrection armée. Alors, après la Seconde Guerre mondiale, il y a toute une série de crises successives qui vont affecter la marche, le fonctionnement de cette organisation. Il y a tout d'abord une crise très importante, c'est la crise berbériste. En 1948-49, un certain nombre de militants de la Fédération de France, donc ici, dans l'immigration, qui veulent poser le problème de l'identité berbère à l'intérieur du mouvement national. Et on a découvert une trahison du berbérisme depuis la Kabylie jusqu'à la France. Et le parti a été obligé de reprendre tout ça et on a suspendu Aït Ahmed de sa responsabilité et on l'a remplacé par Ben Bella. Puis il y a une seconde crise. Cette seconde crise, elle est liée à la question des activistes, ceux qui sont regroupés dans l'organisation spéciale, c'est-à-dire l'OS, comme on l'appelait à l'époque, familièrement. Ces militants-là, qui s'entraînaient clandestinement depuis 1947, eh bien, à la suite de toute une série de péripéties, eh bien, cette organisation clandestine va être découverte par la police française en 1950 et des centaines de militants vont être arrêtés en Algérie. Mais Salih Hadj a fait sauver de France Aït Ahmed et Ben Bella au Caire. Mais il y avait un problème tout particulier chez Ben Bella. C'était une prétention d'être le chef national. Il a vendu le parti à Nasser. Et Nasser parlait de ces petits Algériens. Et puis il y a une troisième crise qui va apparaître, c'est précisément entre les hommes du comité central, c'est-à-dire les centralistes, et puis Messali lui-même. Pourquoi ? Bien parce que Messali pense que ces hommes se sont embourgeoisés, il pense que ces hommes ont adopté une posture réformiste, en siégeant en particulier dans les grands conseils municipaux des grandes villes algériennes, comme Alger, Oran, Constantine, etc. Les responsables qui étaient sur nos têtes du bureau politique, Lahoul Houssine, Ben Khadda Ben Youssef, Kiwan, Abdrahman, ceux-là, ils passaient des nuits à l'hôtel Aliti, à Alger, avec le directeur de la police nationale, avec les hauts fonctionnaires de la préfecture de police d'Alger, des hauts fonctionnaires du gouvernement général, et Jacques Chevalier, député maire et secrétaire d'État à la Défense. Ces tendances ne s'opposaient pas pour des places, ces tendances s'opposaient politiquement. Et ces tendances-là, une était représentée par les responsables du comité central, qui étaient en pleine déviation réformiste, et Messali qui est resté
en s'appuyant sur sa canne, en disant non, le programme politique du parti est celui-là, c'est la constituante souveraine, élue au suffrage universel, les valeurs démocratiques, et nous allons avancer, et nous allons aller à la radicalité. Alors il y a les élections de 1953, où le MTLD emporte toutes les élections à Alger, et là il va y avoir, à l'intérieur de la municipalité d'Alger, il va y avoir un accord qui va être passé avec Jacques Chevalier. Et donc pour la gestion de la ville d'Alger, en commun, entre le MTLD et d'autre part, le parti néocolonial. Les membres du comité central vont alors prendre une initiative lourde de conséquences. Une initiative qui va plonger le mouvement nationaliste dans des luttes intestines et finalement le mener à son implosion. Que vont faire les centralistes? Mohamed Harbi en parle dans son livre « Une vie debout ». Dans ce livre, il dit que pour battre Messali, il fallait créer une troisième force, en regroupant les anciens militants de l'organisation spéciale. Les centralistes vont alors envoyer Lawel Hossein en France, le 1er décembre 1953. À Paris, il y avait la Fédération de France de MTLD. Son chef était Boudiaf et son second était Didouche Mourad. Ils ont donc envoyé Lawel Hossein qui a demandé à Boudiaf de rentrer en Algérie et de réunir les anciens de l'organisation spéciale. Contrairement aux idées reçues, Boudiaf n'a rien à voir dans la création du CRUA. Ce sont les centralistes qui l'ont ramené. Et ils se sont rencontrés en ville, dans l'université Rachidia, le 23 mars 1954. Et c'est là qu'ils se sont mis d'accord. C'est là qu'ils se sont mis d'accord pour créer une troisième force, pour créer une troisième voie. Et là, évidemment, quelques responsables à l'époque, en dissidence, ont créé ce qu'ils ont appelé le CRUA. Et ce CRUA, qui est un comité révolutionnaire d'unité et d'action, qui s'est présenté comme un comité pour réunir deux tendances qui s'opposaient. Or, ces deux tendances étaient inconciliables dans la mesure où l'une, elle était pour, finalement, l'Assemblée constituante et l'indépendance de l'Algérie, et l'autre était pour un certain nombre de réformes, une république algérienne, mais dans le cadre de l'Union française, c'est-à-dire sans bouleverser les structures du régime colonial. Donc, c'est ça le fond du problème. Donc, le CRUA, c'est un réseau d'amis de Boudiaf du Constantinois. Sur cette base-là, il va essayer d'unifier à la fois les responsables des ORS et puis aussi des membres qui lui étaient rattachés personnellement, et en même temps qu'il va aller au Caire. Et c'est dans ces négociations qu'il y a avec la direction du Caire, c'est-à-dire avec Ben Bella et avec Eid Ahmed et Khider, il va y avoir le Caire qui, lui, va prendre en main finalement cette opération. Boudiaf, c'est lui qui a mis l'Algérie sans dessus-dessous. C'est lui qui a cassé le mouvement national à l'époque du MTLD. C'est lui qui a fait toute la propagande. C'est lui qui a créé le FLN. Il faut savoir, avant il y avait le congrès d'Ornier. C'est là le vrai problème. Quand nous avons eu les centralistes, nous avons décidé de nous expliquer dans un congrès en faisant venir tous les militants. En faisant venir y compris les centralistes qui étaient donc nos opposants, et nous avons fait demander à Bambela et à Khedar de venir assister au congrès d'Ornay. Mais là, ils ont refusé de répondre à l'invitation. Ils ont répondu du Caire qu'il leur était impossible de venir. Et la réalité, ils ont su que le congrès d'Ornay, c'était l'accélération de la révolution. Maintenant, parlons de la révolution en elle-même. Quand est-ce qu'elle devait débuter? Elle devait débuter au mois de mars. Et c'est pour ça, quand il y a eu le congrès d'Ornay et que les gens du Caire ont su que c'était l'accélération de la révolution, alors les gens du Caire,
Ah, mais c'était même la veille du lendemain matin qu'il fallait déclencher la révolution. Heure troublée en Algérie, où en plusieurs endroits du territoire, une série d'attentats ont été commis dans la nuit qui précéda la Toussaint. On parle de fellaga et de complots organisés par certaines ligues musulmanes. Mais l'Algérie ne se prêtera pas au rôle souhaité par les agitateurs. On peut croire que le calme sera vite rétabli. Bref, les autorités françaises, par exemple, sont convaincues que cette insurrection est l'œuvre de Messali et de ses partisans. C'est pour ça d'ailleurs que le 5 novembre 1954, ils décident la dissolution du MTLD, parce qu'ils pensent, à tort d'ailleurs, que tous ces hommes sont toujours proches de Messali. Ils savaient qu'en déclenchant la révolution précipitamment, évidemment le colonialisme devait tomber sur le MTLD et tout liquider et comme ça laisser le champ libre aux gens du Caire. Et c'est ce qui s'est produit. Vers le 5 novembre ou le 20 novembre, il y avait 18 000 militants en prison que la France a arrêtés. Tous les cadres messalistes. Ils les ont arrêtés en prison. Et jusqu'à la libération. C'est ce qui nous a fait, nous aussi. Ils ont utilisé le nom de Messali pour tromper les militants du Parti du peuple algérien. Ils ont utilisé le nom de PPA pour tromper le peuple algérien. Parce que chez le peuple algérien, qui c'est qui déclenche la révolution en Algérie? Ça ne peut être que le PPA et Messali Hadj. Ainsi donc, Messali, l'éternel emprisonné qui préparait la révolution depuis près de 40 ans, venait de se faire devancer par de jeunes militants à qui il avait tout appris. Le MTLD dissous, Messali va fonder un nouveau parti, le MNA, le Mouvement National Algérien, et refuse au FLN la représentation exclusive du peuple algérien. Le 1er novembre, donc, il y a quelques bombes qui sont mises un peu à droite à gauche dans la précipitation. Et les poseurs de bombes, c'est vrai pour Bitat, c'est vrai pour Didouche, etc., vont ensuite se réfugier dans la montagne. Par contre, Ben Boulaïd, qui est le dirigeant de la wilaya des Aurès, lui avait rencontré Messali peu de temps avant. Messali lui dit « Oui, nous allons passer à la lutte armée ». Donc il pensait que l'accord qui était avec Boudiaf, c'était simplement un accord qui allait lui permettre d'avoir les armes et le soutien de l'Égypte. Et il attend, et comme il n'y a rien, donc lui, il rentre dans l'insurrection. Il rentre dans l'insurrection avec des portraits de Messali en disant c'est au nom de Messali et au nom du PPA que nous allons entrer dans la lutte armée. Et immédiatement, Messali demande à une personne qui l'accompagnait de rentrer en Algérie avec une grosse somme d'argent et de préparer, finalement, d'adhérer à l'insurrection, bien que ce n'est pas lui qui l'ait ordonné, mais néanmoins, il fallait tout de suite entrer dans l'action. Donc dès le 1er novembre, le 2 novembre, là aussi on a les archives, le 2 novembre, il y a le Conseil de Paris, la Fédération de France qui se réunit et qui explique à tous les militants de rentrer dans l'insurrection. On a parlé entre nous, on a fait l'ajtima. Qui c'est qui veut y aller là-bas? Déjà, ça c'est le 2 et le 3 novembre. Ça y est, l'action, c'est parti en Algérie. On est arrivé là-bas, on a trouvé beaucoup de Nakir, Moudjahidine. On a été avec eux, bien, hein? On fait comme on fait, comme l'armée française, pareil. Parce que, attention, à moitié de nous qui ont fait l'Indochine, et à moitié de nous qui ont fait l'armée française, on les connaît tout. Il y a des militants qui ont été envoyés par le parti. Mais il y en a d'autres qui sont venus seuls, de leur propre chef. Moi, je suis venu seul. Personne ne m'a envoyé. C'est seul que j'ai décidé de venir au maquis. Je suis venu seul pour aller jusqu'au bout de mon engagement de militant. Les dirigeants du FLN, dès l'année 55, avaient envisagé la liquidation physique
des messalistes. Très vite, quelques mois seulement après l'insurrection, on trouve des lettres, on trouve des documents, des archives qui disent la tragédie à venir. À cette époque, le FLN n'existe pas. C'est simplement un sigle qui n'a pas de structure, qui ne s'est pas constitué en Algérie. C'est simplement la délégation du Caire qui donne des directives à quelques hommes. Artificiellement, on a expliqué que, finalement, tous ceux qui étaient dans les maquis, tous ceux qui faisaient la lutte armée, étaient des FLN. Bon, la réalité, elle est tout à fait différente. Celui qui te dit que nous n'avions pas de maquis, celui-là te ment. J'étais dans les maquis, dans la région de Sétif. Je ne sais pas si tu connais la région de Sétif. J'ai fait là-bas un accrochage avec l'armée française. Par la suite, je suis allé dans les montagnes du Djurdjura. Là-bas, j'ai fait 70 ou 80 accrochages. De là, je suis allé à Walia Sadissa. Là-bas, à Walia Sadissa, on a fait un carton. On a battu des avions, tué des soldats. J'en suis désolé, mais c'était la guerre. On a fait des accrochages avec l'armée française. Je peux te les citer un par un, avec le mois, le jour et l'heure. On a fait un accrochage en février 1956. Ça a commencé à Beni El Hadj. Et ensuite, ça a continué jusqu'à Beni Regan. Une autre fois, le 9 avril. Le samedi 9 avril 1956, l'accrochage a commencé à Beni El Hadj et ça s'est arrêté à Beni Regan. Samedi, dimanche, lundi, les combats se sont arrêtés le mardi à 10h du soir. La révolution a été déclenchée dans la traîtrise, mais une fois que le feu est allumé, il fallait tenir le feu allumé. Et le MNA s'est lancé dans la bataille, a continué la bataille, et ce n'est qu'en 1956 que le FLN a commencé à voir le jour. D'abord, le FLN doit beaucoup à la personnalité d'Aban Ramdan, qui a été libéré en janvier 1955 et dont l'objectif, qui était membre du PPA lui aussi, mais très opposé à Messali. Et c'est par l'intermédiaire de Aban qu'il va y avoir des négociations avec des personnages comme Ferhat Abbas, bon, qui est un personnage qui n'avait pas été partisan de l'indépendance de l'Algérie pendant très longtemps. Donc Abbas va rentrer dans le FLN. Ensuite, bien sûr, les communistes algériens qui vont rentrer dans le FLN à titre individuel, mais on va retrouver dans le FLN aussi les vieilles formations politiques algériennes qui s'étaient déjà opposées depuis très longtemps à Messali et qui vont rejoindre le FLN. Aban Ramdan, lui, il voit très vite que Alger, finalement, lui échappe. Donc, il va commencer à recruter parmi les anciens berbéristes, il y a quand même des réseaux, etc. Et en même temps, il va s'appuyer sur ce qu'avait été l'équipe de Jacques Chevalier, c'est-à-dire les catholiques de gauche, les mendécistes, etc. Peu à peu, il va se nouer un réseau, donc le FLN, ce noyau du FLN et Aban Ramdan va s'allier avec ce qu'a été le milieu, c'est-à-dire Yassef Sadi, Ali Lapointe, etc. Et va commencer l'extermination de tous les cadres, finalement, messalistes. En même temps, Yassef Sadi va monter une provocation, c'est-à-dire des attentats à l'intérieur de la Casbah. Donc il y a une rafle générale. Et bien sûr, à partir de ce moment-là, les réseaux vont commencer à s'installer. Yassef Sadi va s'installer sur cette base-là après la liquidation, l'élimination finalement du MNA de la Casbah. Le FLN va, à partir de 1956, de l'été 1956, par son congrès, le congrès de la Soumam, se réorganiser et donc adopter, disons, une position, un programme, des types de structuration sur le plan militaire qui vont pouvoir engager le combat contre les maquis messalistes. Donc d'un côté, il y a une mystification, disons que tous les maquis sont des maquis, l'ALN égale le FLN. Et d'un autre côté, on voit commencer, alors que les armes avaient été refusées précédemment, on voit que tout le monde est en train d'envoyer des armes des deux côtés de la Tunisie et du Maroc, que se constituent des structures, etc., pour reprendre finalement le contrôle de l'ensemble des maquis qu'il y avait en Algérie et qui n'étaient pas plus FLN que d'autres. Ils étaient simplement pour l'indépendance de l'Algérie. Ce qui a été arrêté au congrès de la Soumam, c'est l'élimination du MNA.
Et on a éliminé des gens, des pionniers de l'Étoile qui tenaient le cadre du mouvement national dans toute l'Algérie. On a éliminé des gens qui ont formé ces gens qui étaient au CRUA. Et on a liquidé, sans sourciller. Quand le FLN est apparu, il n'avait pas encore formé de véritables maquis. Ils sont venus me voir. Ils m'ont dit, voilà, nous sommes des maquisards et il faudrait qu'on s'entende. On ne demandait pas mieux. On les invitait à l'explication. En réalité, naïvement, ces braves maquisards venaient trouver les FLN et là, ils les liquidaient. Quand ils sont venus me voir, ils n'avaient pas de tenue militaire. Il n'y a que nous qui avions des tenues militaires. On leur a dit, si vous êtes un maquis et que vous êtes d'accord pour que chacun combatte la France de son côté, il n'y a pas de problème. Que chacun tienne sa zone. Ensuite, on a préparé à manger, on a discuté entre nous, puis on s'est quitté en toute amitié. Il n'y avait pas de problème. 3 jours plus tard, ils m'ont envoyé l'armée française, qui nous a encerclés avec des mitrailleuses. On a essuyé un accrochage. Quelques jours plus tard, ils m'ont envoyé un nouvel émissaire, un ancien militant de l'OS que je connaissais de longue date. Il m'a dit, il y a quelqu'un du FLN qui veut te rencontrer et discuter. Mon second alors m'a dit, toi tu n'y vas pas, c'est moi qui y vais à ta place. Il est mort depuis. Il est parti avec notre commissaire politique. À peine arrivé, ils les ont attrapés et leur ont mis une balle chacun. On se trouve avec les Français, avec les FLN, mais nous, on n'a jamais été cerclés, les FLN. Jamais, jamais, jamais. Comment ils font les FLN? Ils ont négocié avec Jacques Chevalier. T'as compris? En avant, à Miroche. Capturer tout. Bah, une chose que vous n'avez pas compris, ils sont dans la montagne. Eux, ils analysent, ils vont y aller dans le village. Ici qu'on n'a pas là, tu sais, ici qu'on n'a pas là, il va y aller dans le village, il va capturer tout ce qui donne à manger, tout, et va passer à la casserole. De toute façon, en 1956, il a fait des propositions. Mais ça lui, il a fait des propositions. Il a demandé le cessez-le-feu. Il a demandé la réunion d'une table ronde. Et mettre les cartes sur la table et négocier et arrêter le sang. Il a quand même expliqué que c'était un peuple qui était quand même pas comme ça. On ne pouvait pas amener ce peuple comme ça aussi longtemps à l'abattoir. Les massacres perpétrés en Algérie, à Melouza, Beni Ilman, Kasbah, ont soulevé d'indignation le monde civilisé. Dans les ruines des villages, les 300 cadavres trouvés atrocement mutilés ont suscité l'horreur d'un geste sauvage que rien ne saurait justifier. Messali, à partir de cette époque-là, va s'appuyer essentiellement comme force militante sur la Fédération de France, sur sa Fédération de France, qui lui est massivement acquise, qui reste massivement acquise aux idées de Messali, à sa personnalité, à son histoire, à son engagement. Et nous le savons, c'est là que c'est sur ce second front, sur cette autre guerre, que va se mener, disons, cette bataille terrible entre le FLN et le MNA, c'est-à-dire dans l'année, grosso modo, 57, 58, 59, ce qu'on va appeler des règlements de compte terribles qui vont affecter les deux formations dans toutes les régions françaises où vivent les Algériens. Et ce sera une autre bataille, un autre front qui va s'ouvrir à ce moment-là.
pourquoi le FLN tente de s'implanter? Parce que c'est une démarche totalisante, voire totalitaire. Donc il ne supporte pas d'avoir une autre force politique qui présente des aspects différents. Et donc la pression est mise, mais les messaïstes se défendent. Et donc ça explique ces pointes du terrorisme en 57-58, qui est un terrorisme interne qui s'organise. Au départ, c'est assez... c'est le raid à coups de bâton, etc. Puis ça va se sophistiquer avec la mise en place des appareils, ce qu'on appelle les appareils militaires, puisque dans chaque secteur FLN ou messaïste, on met en place des groupes de choc qui sont donc des gens qui sont sur la technique, enfin c'est des gens qui travaillent, etc. Et à qui on fixe une mission. Ils reçoivent les armes, ils vont accomplir la mission, ils redonnent les armes et bon, voilà. Le FLN est un rouleau compresseur. Tout ce qui peut le gêner, il le tue. À cause du pouvoir, uniquement. Ils sont fouillés Chab el Jazair, ni à droite ni à gauche. Voilà. Vu que je passe, il faut que je fasse le passage. Celui à qui ils croient qu'ils vont les gêner sur le chemin, il est bousillé. Voilà. Donc le MNA s'est retrouvé à cette époque-là, en 1957, avec une coalition mondiale qui comprenait tous les partis communistes, qui comprenait les États tunisiens et marocains, la Ligue arabe, Franco, la CISL, la Maison Blanche, le cartel pétrolier. Dès que le pétrole est sorti, finalement, les Américains ont passé un accord aussi avec le FLN, c'est-à-dire qu'à un certain moment, plus la répression en France, à un moment, il y a eu l'extermination, c'est-à-dire une véritable guerre d'Espagne, qui a liquidé finalement ceux qui étaient les porteurs du mouvement national. Edgar Faure, il les a aidés. Mendès France, il les a aidés. Et même Guy Mollet, il les a aidés. Ah, voilà. ولات علينا احنا لا ريبريسيون فيروس. يريدوك الى تمشي خفيه tu sors en secret. Ils te voient, tu es arrêté. Sur la nuit, pour écrire sur les murs, vive le PPA, vive le mouvement national algérien, vive l'Algérie libre, démocratique, vive l'autodétermination. On voit les gens, les militants du FLN qui s'aminent derrière nous, la nuit, avec la police française. Que le fassent l'écriture qu'on en fait mieux, eux écrivent derrière nous, vive les FLN. Moi, je vais te raconter le nettoyage de Roubaix. Le FLN a créé un groupe de mouchards qui balancent, qui travaillent avec la police accompagnés du FLN. Alors, les militants du MNA, les uns après les autres, se sont tous fait arrêter. En 57, ils ont rasé Roubaix complètement avec la police. Je les ai vus distribuer les tracts du comité révolutionnaire d'unité d'action et la police, ils étaient derrière. Qui c'est qui m'a fait garder, moi, pour rester dans le MNA, c'est ça. Il y avait des ordres ذاك الوقت نتاع ايمان ديكير وين يقولوا لهم باللي il faut les responsables que vous connaissez du MNA والله des militants, celui qui veut venir avec nous ça va, celui qui veut pas attends, il faut les égouiller si vous ne pouvez pas vendez-le à la police. Puis il y a eu en octobre 57 la liquidation physique des dirigeants politiques du MNA, c'est-à-dire ceux qui dirigeaient le syndicat, l'USTA, l'Union des syndicats des travailleurs algériens, qui ont été assassinés. Espèce de semaine sanglante en octobre 57. Deuxième coup terrible, c'est-à-dire que là, c'est l'organisation qui est frappée à la tête. Et là, les militants aussi se retrouvent seuls, désorganisés, désorientés. Dans les usines, au fur et à mesure qu'on formait des cadres, par exemple, eh bien, immédiatement, ils étaient assassinés. Ils étaient assassinés, c'est-à-dire il y avait un truc sélectif. C'est-à-dire que dans les conditions de la répression générale, et dans les conditions, en définitive, où le MNA n'a aucun soutien international, disons qu'il y a les médias français qui expliquent FLN, 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 même quand il y a un attentat,
Même quand il y a massacre d'Algériens, c'est toujours les Algériens tués par le MNA. Hein, ou après, on ne parle plus du MNA. C'est-à-dire qu'on dit attentat de terroristes, c'est tout. C'est-à-dire que les sigles n'ont pas été employés. Le premier CRS, tombé avenue Simon Bolivar, dans le 19e arrondissement. Il a été fait par le MNA et c'est le FLN qui a pris là le chapeau. Qui a pris là la gloire. Sinon, qui nous disent qui c'est qui l'a tué. Si ce n'est pas les journalistes. Le FLN a tué un CRS. On a comme ça toute une série de chocs qui se produisent dans l'année 57, qui démoralisent les militants et qui provoquent de la peur, hein, qui engendrent de la peur, de sorte qu'on peut dire pratiquement que c'est au moment à peu près de l'arrivée au pouvoir du général de Gaulle, en mai 58, à l'été 58, que déjà le MNA a commencé à perdre des très grosses positions dans l'immigration en France. Et c'est à partir de ce moment-là que le MNA, enfin de Messali, fonctionne en position défensive, c'est-à-dire qu'il n'est plus en position hégémonique. Les mesures de clémence prises par le gouvernement, en particulier la libération partielle de Messali Hadj, leader du MNA, que l'on voit ici accueilli par sa famille et ses fidèles devant l'hôtel du Parc à Chantilly, constituent un acte d'apaisement dont l'importance ne saurait être sous-estimée. Elle n'a sans doute pas échappé aux partisans de Messali Hadj, qui ont pu librement, à quelques kilomètres de Paris, fêter la venue de leur chef. À partir de 1958-59, la donne a changé. Je veux dire, le FLN a été reconnu au plan international comme interlocuteur par l'ONU, par l'Union soviétique, etc. Donc à partir de... et par le nationalisme arabe, hein, le baasisme, etc. Bon. Donc on a quand même un isolement politique de Messali. Mais en même temps, comme il l'a dit très bien lui-même, il ne veut pas jouer le rôle de diviseur que la puissance française veut lui faire jouer quelque part par rapport au FLN. C'est-à-dire qu'il se refuse à se prêter à ce jeu-là. Nous avons pris acte du droit à l'autodétermination proclamé par le chef de l'État français. Nous nous réjouissons d'autant plus de ce principe de l'autodétermination qu'il a toujours été inscrit en tête de notre programme depuis l'étoile nord-africaine jusqu'au mouvement national algérien sous le mot d'ordre « La parole au peuple ». Quant au MNA, il reste toujours fidèle à son programme. Aussi voit-il dans le gouvernement algérien par les Algériens l'annonce de l'instauration de la République algérienne, ami de la République française. Par conséquent, demain, nous irons, si nous sommes appelés, pour quoi que ce soit pour une table de la conférence, une table ronde pour la conférence, ou bien alors pour des discussions, ou bien pour la campagne électorale, eh bien évidemment nous lutterons pour faire triompher nos idées. Et dans l'année, pratiquement l'année 61, on peut presque dire que le MNA n'existe plus que dans certaines régions de France. Hein. On va retrouver surtout des militants messalistes dans le nord de la France, qui là, cette dernier bastion, dans ces années 61-62, ceux-là resteront fidèles, disons, à l'engagement, à l'histoire de Messali jusqu'au bout, hein, et refuseront de rejoindre le FLN, parce que l'analyse qu'ils font du FLN, c'est celle d'une organisation voulant instaurer un système de parti unique, un système autoritaire. Donc ils sont pour le pluralisme politique, donc à partir de là c'est fini. Longtemps j'ai cru au mythe d'un peuple unanime, rangé derrière le seul FLN, et engagé dans une lutte contre l'oppresseur colonial. La vérité était tout autre. La vérité était difficilement avouable à la génération suivante. Ironie de l'histoire, dans ce cimetière reposent depuis plus de 40 ans, côte à côte, militants FLN et MNA. Tour à tour, Belkacem Krim et la délégation FLN, Louis Jox et la délégation française se sont encore une fois retrouvés, mais cette fois pour conclure. Jusqu'en tout au moins juillet 62, on a des attentats, on a des morts, on a des choses, par exemple,
C'est au mois de mai-juin, on a des pogroms. Hein. Ici, par exemple, il y a un camp à Montigny en Ostrevent. Il y avait un camp de travailleurs algériens essentiellement messalistes. Il va y avoir 250 FLN qui vont arriver avec des couteaux, des gourdins, des marteaux, etc. Et il va falloir appeler en urgence toutes les forces de police, de gendarmerie de Valenciennes à Lille, etc. pour mettre fin à ça. On a la même chose aussi à Valenciennes, on a à Lille. Et la volonté, c'est clair, c'est-à-dire que comme les communautés algériennes doivent participer au référendum, il faut que massivement ça soit le oui à l'indépendance. D'ailleurs, je ne suis pas sûr du tout que le MNA aurait donné, il n'a pas donné une consigne contraire finalement. Je veux dire, c'était un peu... Mais il fallait montrer qu'il n'y avait pas d'alternative possible parce que Messali, au fond, cassait un peu les pieds à tout le monde avec son assemblée constituante algérienne, avec la place des Juifs, la place des Pieds Noirs, la place des Berbères, enfin je veux dire, la nation algérienne. Nous avons protesté, mais néanmoins, on a quand même décidé de participer à la construction, à l'édification de l'État algérien conformément au principe de l'autodétermination. Envisagez-vous de transformer le MNA, le maquis du MNA, en parti politique? Nous avons déjà fait une reconversion du MNA en France. Cette reconversion se fait en France et aussi en Algérie, politiquement parlant, d'une manière progressive. Et précisément vis-à-vis du FLN, quelle va être à présent votre attitude? Envisagez-vous une nouvelle forme d'action dans votre politique? Nous sommes un parti politique clandestin. Nous allons redevenir un parti politique légal et nous allons porter notre combat politique, n'est-ce pas, d'une manière normale et légale. Juillet 1962, l'Algérie fête son indépendance. Le FLN vole en éclats et Ben Bella s'impose dans la lutte pour le pouvoir engagé au sein du FLN. Exclu du règlement du conflit, Messali reste condamné à l'exil. Le Parti du peuple algérien est interdit et ses militants considérés comme des traîtres. Même après l'indépendance de l'Algérie, ils ont cherché à liquider des militants qui étaient des maquisards qui étaient dans les montagnes. Ah, mais ils ont eu peur de descendre dans la ville. Pourquoi? Parce que les FLN les auraient assassinés. Ça a été ça et ça a duré pendant des mois. C'est début juin 62, la première rencontre FLN-MNA de l'ALN. Ça c'est à Temsa, c'est entre Boussaada et Medjedel. C'était le début de la préparation. Cette photo, là, quand ils ont juré de fidélité, c'est le même jour que cette photo. Là, vous voyez Abdallah Selmi, le colonel Amana, c'est Mohamed Chabani, la FLN. C'est là qu'ils ont fait le pacte. Chabani a exécuté notre colonel Abdallah Selmi Amana. Plus tard, à Chabani, c'est lui est arrivé pareil, exécuté par Ben Bella. Nous étions à peu près 1 million d'hommes. 1 million d'hommes avec c'est Abdallah Selmi. Enfin, des groupes, on était divisés dans plusieurs régions, sans compter le Bachir Larouati, il y avait d'autres responsables qui étaient un peu partout. Ceux-là, ils ne sont pas venus avec nous, ils sont restés dans les maquis. Mais nous, il y avait 1 millier d'hommes. 1 millier d'hommes, 90%, sur 90%, ils ont été éliminés. Éliminés, disparus. Ils les ont emmenés à un aérodrome, un champ de tir qui est sorti de Biskra. Et c'est là qu'ils les ont fusillés à la mitrailleuse, comme ça, ils sont enterrés là-bas. Mais de qui ils avaient l'ordre d'éliminer,
Ça, actuellement, il n'y a que les historiens qui doivent le savoir. Et il y a quelques-uns des grands responsables, tel Ben Bella, tel les grands Ben Khadda, etc. C'est eux qui ils savent qui a donné l'ordre d'éliminer les messalistes, comme ça il n'y aura pas de traces. Dans cette folie meurtrière généralisée, eh bien les derniers messalistes, qui sont quand même nombreux, hein, parce que beaucoup sont restés secrètement attachés à la personnalité de Messali, même s'ils ne l'expriment pas publiquement, eh bien soit vont rester en Algérie et se taire, se réfugier dans le silence en attendant des jours meilleurs, soit pour certains d'entre eux rejoindre la France. Donc à l'été 62, un certain nombre de messalistes vont aussi franchir la Méditerranée dans l'anonymat, dans la solitude, parce qu'ils ne sont pris en charge par personne. En fin de compte, ce n'était pas pour chercher du travail que toute la famille avait émigré en France. Ils se sont exilés pour sauver leur vie et échapper au massacre des messalistes qui avait débuté le 19 mars 1962, au lendemain de la signature des accords d'Évian. Et c'est dans le nord de la France, dernier bastion messaliste, qu'ils trouveront finalement refuge. Il y a des gens qui sont partis d'ici en 1962, 63, ils les ont tués, dans les villes et des villages. Il suffit d'être missaliste, on te connaît, tu vas dans ton devoir, le lendemain tu es parti. Et combien, Dieu sait. Pourquoi? Parce qu'il est missaliste. C'est grâce à nous qu'ils ont existé, c'est pas grâce à eux qu'on existe. C'est ça qu'il faut avoir. C'était un récit inaudible, parce qu'il y avait le FLN d'un côté, la France de l'autre, et les harkis au milieu, avec les pieds noirs. Bon. Mais alors, rajouter en plus l'histoire de ceux qui avaient refusé le terrorisme, la violence, le totalitarisme à l'intérieur de la société algérienne, c'était trop compliqué. Et eux, dans le fond, étaient dans cette position, disons, très très difficile, si difficile que dans le fond, il n'y avait que le silence. Ma parole, on a resté des années avec la tête baissée. On n'arrive pas à lever la tête. Pourtant, c'est nous qu'on a mis la lutte. Et on s'est maltraité par les FLN, les militants des FLN, qu'on est des traîtres, qu'on est avec les Français, qu'on a donné les coups de main à les Français, les soldats français, qu'on a donné... C'est Messali qui les traite, c'est Messali qui a fait tout avec les Français, et nous les militants avec les Français. Alors quand vous voyez ça, ça fait, t'as des boules dans le pense, dans le cœur, parce que nous, quand on a commencé dans ce parti-là, croyez-moi qu'on a juré, quand on a rentré, qu'on n'est pas pour le richesse, ce n'est pas pour la richesse. C'est pour le drapeau et pour libérer notre pays. Donc on est à l'aise. Quant à Messali, il n'avait même pas le droit d'avoir une carte d'identité et un passeport algérien. Il l'a eu finalement, pas loin de sa mort, il a eu le droit à avoir des papiers algériens. Et ces papiers algériens ne lui ont jamais servi à quoi que ce soit, et puisqu'il est rentré dans un cercueil en Algérie. On est à Boudouil. Ici, ça s'appelle Boudouil. On est vraiment dans les montagnes du Djurdjura. On est vraiment au centre du Djurdjura. Et ici, il y a eu un accrochage. En 56, c'était le 3 juillet 1956, à Azroud-Zizar, à peu près à 3 km d'ici, oui, Azroud-Zizar. Et après l'indépendance, nous, on pensait qu'on était tous des Algériens. Et ces maquisards qui sont derrière moi sont morts au nom du PPA. Mais après 1962, ils ont commencé à dire « celui-là il est noir, celui-là il est blanc, celui-là il n'a rien fait pour l'indépendance de l'Algérie ». Et ceux qui sont enterrés ici, ils ne sont toujours pas reconnus comme des combattants. Pourtant, ils sont morts au combat contre la France les armes à la main. C'est pas un tel ou un tel qui les a tués. Parce que les messalistes avaient été jetés aux oubliettes de l'histoire,
J'ai voulu témoigner du combat de ces militants. J'ai voulu rétablir une certaine vérité pour que la révolution algérienne ne soit plus confisquée par quelques-uns au détriment de tout un peuple. Combien sommes-nous encore? On part les uns après les autres, les uns après les autres. Nous ne sommes plus que quelques-uns. C'est ça leur calcul. C'est ça le calcul FLN. Ils attendent qu'il n'y ait plus de militants comme nous qui savent et peuvent te montrer les endroits et t'expliquer ce qui s'est exactement passé. Ils veulent pas qu'on se retrouve face à face, devant le peuple, qu'on mette carte sur table et que le peuple soit le seul juge de l'histoire. Mais cette explication historique a beaucoup trop tardé.